Est-il possible de demander la nationalité française par mariage, sachant que j'ai obtenu la carte de résident de 10 ans depuis 24 mois et mon mari est en Algérie actuellement? Alors, c'est pas un obstacle insurmontable, le fait que son mari ou sa femme soit présent à l'étranger. Par contre, ça va quand même être quelque chose qu'il va falloir expliquer. Parce que ce que je vous disais, c'est que dans les conditions générales, on a quand même le fait d'avoir le centre de ses intérêts personnels en France. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet très important qui est la nationalisation française. Donc pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Alexandre Delavet, avocat. Je vous laisse vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, merci pour votre invitation. Oui, Alexandre Delavet, je suis avocat au barreau de Paris et j'interviens principalement dans une matière qu'on appelle le droit des étrangers, qui est une matière très large. Et pour essayer de faire simple, en fait, j'accompagne, je conseille et je défends des ressortissants étrangers, quelle que soit leur nationalité, dans leur parcours depuis leur pays d'origine vers la France et ensuite dans leur vie en France. Et donc, si on prend toute la chronologie de leur parcours, ça va être de l'obtention du visa dans leur pays d'origine, ensuite l'arrivée en France, les titres de séjour, éventuellement les renouvellements, jusqu'à la naturalisation quand ils souhaitent faire cette démarche-là. Et j'accompagne aussi les entreprises en matière d'immigration professionnelle, c'est-à-dire que pour sécuriser le recrutement par les entreprises de salariés étrangers, qu'ils soient déjà en France ou non. Parfait. Bah, du coup, juste avant de commencer avec les questions, je tiens à préciser que si vous souhaitez rentrer en contact avec Monsieur Alexandre Delavet, je vais vous mettre toutes ces informations et ces coordonnées en bas de cette vidéo. Donc, on va commencer directement. Maître, tout d'abord, permettez-moi de vous demander, déjà en tant qu'avocat, pouvez-vous nous expliquer cette démarche-là rapidement? Oui, bien sûr. Alors, quand on parle d'acquérir la nationalité française, c'est un ressortissant étranger qui va demander à avoir la nationalité française. Il existe plusieurs types différents de modalités pour demander la nationalité française, plusieurs voies en fonction de votre situation. Sans rentrer dans le détail de chacune de ces voies-là, où on en parlera peut-être ensuite, il y a des grandes conditions un peu générales à remplir pour pouvoir demander à obtenir la nationalité française. Euh, Par exemple, une condition importante, c'est en principe d'avoir le centre de ses intérêts personnels et matériels en France, c'est-à-dire je réside en France, je travaille en France, et c'est là que j'ai mon cercle personnel, familial, professionnel, etc. Ça va être une condition qui va être vérifiée par l'administration. Quand on parle de ça aussi, il y a une autre condition qui est celle d'une durée minimum de résidence en France, qu'on appelle un stage, une durée de stage en France. En principe, il faut résider en France depuis 5 ans. Il existe des exceptions, donc soit il y a des situations dans lesquelles cette durée de stage est réduite à 2 ans, ou sinon des situations aussi dans lesquelles il n'y a même pas de condition de durée de stage, où on peut demander très rapidement la nationalité française. Quand je parle aussi du fait de vivre en France, ça veut dire aussi être en situation régulière en France. Et ça, il faut le démontrer au moment où on dépose sa demande de naturalisation qu'on est en situation régulière et aussi ne pas avoir eu de période en situation irrégulière par le passé. Et puis, il y a des conditions un peu plus subjectives aussi, générales mais subjectives, notamment celle, par exemple, de ce qu'on appelle l'assimilation à la communauté française, c'est-à-dire adhérer aux valeurs de la République française, maîtriser la langue française, et puis justifier d'un niveau de probité, c'est-à-dire de ne pas avoir fait l'objet de condamnations pénales qui feraient obstacle à l'obtention de la nationalité française. Et puis, si on, par exemple, on peut en prendre une dernière aussi de ces grandes conditions, il y a celle de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir justifier dans les cas généraux, encore une fois, je ne rentre pas dans les cas particuliers, mais il faut pouvoir justifier d'une insertion professionnelle en France et démontrer qu'on peut vivre de manière autonome de ces seules ressources produites par le travail. Quel que soit le statut. Je sais qu'il y avait des questions sur ça. C'est pas parce qu'on est auto-entrepreneur ou qu'on a un statut VTC, par exemple, qu'automatiquement, ça fait obstacle à l'obtention de la nationalité française, mais il faut démontrer qu'on a des ressources qui sont suffisantes. Voilà un peu de manière générale les conditions. Très bien. Et vu qu'on reste pour l'instant dans les généralités, donc quels seraient, j'imagine, différents modes d'acquisition, enfin, les principaux modes d'acquisition de la nationalité française?
Mhm. Alors, on peut en citer trois hein, de manière un peu générale. Il va y avoir un mode qu'on appelle par la naissance et la résidence, c'est-à-dire un enfant qui est né en France, qui a résidé pendant de nombreuses années, va pouvoir demander la nationalité française quand il va atteindre l'âge de 18 ans en principe, parfois 16 ans. Donc ça, c'est un cas particulier de l'enfant qui a résidé longtemps en France quand il était mineur. Un autre mode, ça va être par ce qu'on appelle le mariage, c'est-à-dire je suis ressortissant étranger, je suis marié avec un ou une ressortissant ou ressortissante française, et après un certain temps de mariage, une durée de mariage, je peux demander aussi à obtenir la nationalité française. Donc ça peut être une autre voie, celle du mariage. Et puis une troisième voie qu'on appelle la naturalisation, qui est celle souvent à laquelle on pense, Hmm. c'est-à-dire j'ai pas particulièrement grandi en France, je suis pas marié ou avec un Français ou une Française, ou sinon je suis marié depuis un temps trop court. Ma simple intégration en France et le fait que j'y réside depuis longtemps avec toutes les conditions qu'on a vues avant, c'est une autre voie aussi qu'on appelle la naturalisation. D'accord. Et du coup, j'imagine, quelles sont les principales étapes pour ces différents modes d'acquisition de la nationalité française? Alors, on peut, moi en tout cas, je structure en 5 étapes une demande de naturalisation française. Il y a une première étape, ça va être celle de la préparation de la demande et du dossier. Et ça peut prendre du temps, mais c'est une étape qu'il faut surtout pas négliger. C'est-à-dire qu'il faut pas, à mon sens, il vaut mieux avoir un temps de préparation qui soit long et déposer un dossier qui soit complet, Tout plutôt que à de fait. vouloir se précipiter, de déposer un dossier en disant c'est pas grave, je rentre pas exactement dans les clous, mais je déposerai des pièces plus tard. Ça peut être problématique ensuite. Donc, première étape, préparation du dossier, c'est-à-dire est-ce que je remplis les conditions pour pouvoir prétendre à la nationalité française et quels sont les documents que je dois fournir. Et donc, réunir tous ces documents. Et cette phase de préparation peut être un peu longue parce que y a des documents parfois qu'il faut obtenir à l'étranger, les documents en langue étrangère, il faut les traduire, il faut parfois les apostiller, les légaliser, voilà. Donc c'est ça la préparation, c'est bien vérifier chacun des documents et prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit présenter ce document. D'accord. Deuxième étape, ouais, vous avez peut-être une question sur celle-ci? Non, non, c'était par Non. rapport à la durée, mais ça viendra plus tard. Alors, Allez. ouais, alors la durée de préparation, c'est assez variable. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi, qui viennent me consulter, qui ont déjà un dossier qui est presque ficelé, donc je vérifie avec eux, mais ils n'ont pas forcément des choses à aller chercher. Il y a des personnes, des clients avec qui je prends le dossier de zéro, qui me disent, bah, j'aimerais bien rentrer dans ce processus de naturalisation, où là, de fait, ça va prendre plus de temps pour les raisons que j'évoquais. D'accord. Deuxième étape, ça va être le dépôt. Aujourd'hui, le dépôt se fait en ligne par une plateforme sur Internet. Donc, on dépose le dossier avec toutes les pièces qu'on aura préparées. Troisième étape ensuite, ça va être une étape un peu longue sur la durée. Ça va être celle de l'analyse par l'administration du dossier qu'on a déposé. Mais ce n'est pas une étape dans laquelle nous, et moi en tant qu'avocat, que conseil, on est passif. C'est toute cette étape-là, après le dépôt du dossier, on a une obligation de compléter le dossier avec tous les éléments nouveaux qui peuvent apparaître et tous les éléments de situation nouveaux qui peuvent apparaître dans la vie des gens, c'est-à-dire quelqu'un qui va se marier, qui va avoir un enfant, qui va avoir un changement professionnel majeur, etc., etc. Tout ça, même si on en reparlera à la question des délais, Tout à l'analyse de la demande de naturalisation est longue, les ressortissants étrangers ont une obligation d'informer l'administration des différents changements de situation. Donc ça, il faut surtout bien l'avoir en tête parce que derrière, ça peut poser des problèmes. Et puis toujours dans cette phase analyse, l'administration elle-même va aussi pouvoir demander des documents complémentaires. Ça arrive souvent, c'est pas un problème, mais il faut bien y répondre et être attentif. Troisième étape. Quatrième étape, ça va être ensuite un entretien. Donc, le ressortissant étranger va être convoqué à la préfecture auprès de laquelle il a déposé sa demande pour passer un entretien dont on reparlera peut-être tout à l'heure. tout à fait. Euh, et cinquième étape, la décision de l'administration sur la demande de naturalisation. Ok, très bien. Et du coup, donc, tout à l'heure, je me permets de peut-être de rebondir sur ce que vous avez dit concernant les différentes pièces. Donc, est-ce que, dans quelle situation, par exemple, dans quel changement, on est obligé de le déclarer aux autorités françaises? Quels sont les changements majeurs? Alors c'est ce que je citais, c'est-à-dire ça va être un changement dans votre vie, j'allais dire maritale, si vous vous mariez, si vous divorcez, si vous vous pacsez, ce genre de choses, Ok, que ce soit avec un ressortissant français ou avec un ressortissant étranger. Donc ça, ok. il faut bien penser à les déclarer ces changements-là.
La naissance d'enfants, évidemment, que vous soyez père ou que vous soyez la mère, qu'importe, il faut bien penser aussi, pareil, que ce soit des enfants étrangers, français, nés à l'étranger, nés en France. Hein, ce qu'il faut, c'est que l'administration française ait une vision globale de votre situation. Ça peut être aussi tous les changements professionnels. Par exemple, vous étiez en CDD et puis vous avez déposé votre demande de naturalisation en étant en CDD, mais finalement vous passez en CDI dans la même entreprise ou une autre entreprise, il faut penser à le dire parce que c'est un élément qui est favorable dans votre Bien sûr. dossier. Ou sinon, simplement, par exemple, forcément, vous allez déclarer vos impôts tous les ans. Ça peut faire l'objet aussi d'une communication en disant à l'administration, voilà, je vous avais donné mes déclarations d'impôts sur les 3 dernières années, je viens de déclarer mes impôts pour 2022, là en 2023, je vous envoie ma déclaration aussi. Donc, il faut bien avoir ce réflexe de dire, je ne suis pas simplement passif, mais tout ce qui va se passer, alors si on, simplement, je ne sais pas, s'il y a des changements vraiment mineurs de situation, si on change de bureau ou qu'on a une augmentation, quoi que si, même si on a une augmentation de salaire, par exemple, ça peut être important de le dire. Autre D'accord. chose aussi, comme à chaque fois, pour les ressortissants étrangers, si on change d'adresse, on informe bien l'administration aussi. Même si on reste dans la même commune. Oui, je pense que c'est important de le dire parce qu'il peut y avoir des documents qui vous sont envoyés. Pourquoi est-ce que j'insiste sur cette obligation d'informer l'administration des différents changements et de l'évolution de votre vie? Parce que si jamais vous ne déclarez pas un changement, qu'au bout du processus, vous obtenez votre nationalité française, mais que l'administration découvre, même plusieurs années après, que vous ne lui avez pas déclaré que vous vous étiez marié, par exemple, ou que vous avez eu un enfant de nationalité étrangère, l'administration peut retirer le décret qui vous accorde la naturalisation. Et du coup, vous me donnez la transition à la prochaine question, c'est dans le cas où la procédure elle n'est pas totalement retirée, mais plutôt rejetée. Quels sont du coup les différents recours ou bien les procédures qu'on peut effectuer dans ce cas-là? Oui, alors, donc tout au bout de la procédure, l'administration prend une décision. En fait, il y a trois types de décisions que l'administration peut prendre. Hein. Trois types de décisions négatives. La première, ça va être une décision qu'on appelle d'irrecevabilité, qui normalement arrive assez rapidement. C'est que l'administration estime que vous ne remplissez même pas les conditions minimum pour pouvoir demander la naturalisation. Par exemple, je suis marié depuis 6 mois avec un ressortissant français. C'est pas suffisant en termes de durée de mariage. Je présente ma demande de naturalisation sans autres éléments autour. À ce moment-là, l'administration peut dire, non, vous ne remplissez pas la condition minimum de mariage pour pouvoir. Donc ça, c'est un premier type de décision. Autre type de décision, ça va être cette fois-ci le rejet. C'est que vous rentrez dans les clous minimum, mais que l'administration, la préfecture ou le ministère estime qu'il y a une des conditions que vous ne satisfaisez pas complètement. Par exemple, vous êtes en France depuis plus de 5 ans, etc., mais vous travaillez simplement depuis 3 mois, 4 mois, 6 mois, CDD ou CDI. L'administration peut estimer que ce n'est pas suffisant. Et troisième type de décision qu'elle peut prendre dans ce type de situation, c'est ce qu'on appelle l'ajournement, c'est-à-dire revenez me voir dans 1 ou 2 ans. Je D'accord. schématise un peu. L'ajournement, c'est l'administration qui dit aux ressortissants étrangers, je ne rejette pas votre demande, je la mets en stand-by pendant 1 an ou 2 ans et on réexamine votre situation dans 1 an ou 2 ans. Donc c'est plutôt un oui, mais qui dit non. Enfin, un non qui dit oui. Ouais, c'est ça. Qui ferme pas complètement la porte, mais qui dit il faut attendre encore. J'attends de voir comment est-ce que vous évoluez. Et notamment ça, je reprends mon exemple parce que c'est plus pour l'ajournement, c'est sur l'insertion professionnelle, par exemple, en disant OK, j'ai pris en compte que vous remplissiez certaines conditions. Par contre, j'estime que votre insertion professionnelle n'est pas encore suffisamment aboutie, et donc je vous invite à revenir dans 1 an ou 2 ans. D'accord. Donc du coup, allez-y. Ouais, donc ça, ces trois types de décisions négatives peuvent être attaquées et contestées. D'accord. On a d'abord un recours auprès du ministère qui est obligatoire pour le rejet et l'ajournement. On doit saisir dans les 2 mois. Donc, vous recevez votre décision d'ajournement ou de rejet. Vous avez 2 mois pour saisir le ministère de l'Intérieur. On est obligé de passer par là d'abord pour lui exposer vos arguments et lui demander de revenir sur la décision qui a été prise par la préfecture. D'accord. L'avocat n'est pas obligatoire à ce moment-là, il est quand même grandement conseillé. Je ne prêche pas pour ma paroisse forcément, mais parce qu'il y a des manières de présenter les choses et que d'avoir un regard extérieur et professionnel sur sa demande, c'est pertinent parce qu'il manque peut-être parfois pas grand-chose à expliquer, mais ça vaut le coup de l'expliquer et de l'expliquer bien. Donc ça, première étape, on le conteste dans les 2 mois auprès du ministère. Le ministère ensuite a 4 mois pour répondre.
Donc, vous recevez votre décision le 1er janvier, d'ajournement par exemple. Vous avez jusqu'au 1er mars pour déposer votre recours, hein, pour qu'il soit reçu par le ministère. Et ensuite, le ministère a 4 mois pour prendre sa décision. Ouais. D'accord, du coup, déposé par recommandé, j'imagine, hein, pas par Par mail. recommandé, exactement. Ouais, ouais. Par Ok. recommandé. Et donc, ça veut dire que pendant ces 4 mois, vous attendez la réponse du ministère qui va réexaminer votre Donc, dossier. Et à l'issue de ces 4 mois-là, le ministère soit confirme la décision qui avait été prise initialement en disant, écoutez, j'ai re-regardé, j'estime qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux pour moi, donc je confirme l'ajournement ou le rejet qu'il y a eu. d'accord. Soit le ministère peut estimer qu'effectivement il y a eu une erreur et vous donne l'accord de la nationalité, la naturalisation française, soit sinon le ministère ne répond pas dans ces 4 mois. D'accord. Donc, Si le s'il répond ministère pas, ne répond pas, ça veut dire que c'est un rejet. Ouais. ah, donc c'est enfin, directement, ça veut dire que votre dossier a été rejeté. Et du coup, ça me permet juste de revenir sur l'étape avant, c'était l'entretien. Donc, Oui. un entretien, effectivement, vous l'avez cité tout à l'heure, sont souvent, enfin, il est très important, hein, dans la vie, enfin, dans le processus. Du coup, comment se déroule-t-il cet entretien et quelles sont les différentes questions qui peuvent être posées, notamment? Alors, l'entretien, donc, comment ça se passe concrètement et matériellement? Vous êtes reçu par un agent de la préfecture. En préfecture, en principe, vous êtes reçu seul. L'entretien la tenue de l'entretien va dépendre du motif aussi pour lequel vous demandez la nationalité française D'accord. et de ce qu'il y avait dans votre dossier. Par exemple, les questions vont pas être les mêmes si vous habitez depuis 15 ans en France, que vous êtes marié depuis 10 ans avec un ressortissant français, que si vous venez juste de finir votre diplôme en France et que vous êtes là pile poil depuis 5 ans. D'accord, D'accord. ça c'est intéressant. Euh, Parce que dans cette deuxième hypothèse, c'est-à-dire je viens juste de finir mes études et je demande la nationalité française parce que je viens de trouver un emploi, on va peut-être plus insister sur votre connaissance de la France, votre connaissance peut-être un peu de l'histoire, des principes fondamentaux, et aussi sur votre insertion professionnelle dans les questions qui peuvent être posées. Mhm. Là où quand vous êtes marié depuis longtemps, c'est plus les projets à moyen terme avec votre conjoint ou votre conjointe, des questions peut-être plus de cette nature-là qui vont être posées sur la manière dont vous vous êtes rencontrés, sur la manière dont vous vivez en France, etc. D'accord. Donc c'est pour ça que les deux sont un peu différents. Euh, L'entretien donne lieu à un compte-rendu qui est fait, dont la trame est normée, hein, qui Ah, existe. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entretien commence, notamment sur la compréhension de la langue française, en fait, commence dès le moment où vous allez rentrer dans la pièce. C'est-à-dire qu'on va commencer à vous parler en français. On va vous dire d'abord des phrases simples, asseyez-vous, fermez la porte, ce genre de choses. Donc, dès le début, en fait, vous êtes un peu analysé ou vous êtes testé. scruté sur, c'est ça, testé sur la manière déjà dont vous comprenez le français. Voilà, normalement cet entretien-là est fait de sorte à ce que les personnes puissent s'exprimer. Ce qu'on veut vraiment savoir, c'est bon, la manière dont ils s'expriment linguistiquement, mais ce qu'ils pensent aussi vraiment des questions qui vont leur être posées. Et donc le but, normalement, c'est d'avoir quelqu'un qui est assez compréhensif en face de soi. Et donc il ne faut pas hésiter à développer un peu les idées et à pas simplement répondre par oui ou par non aux questions qui vont vous être posées. D'accord, il durera du coup, j'imagine, en moyenne 45 minutes enfin, ou plus, C'est moi. ça, ouais. C'est entre une demi-heure et 1 heure grand max, ouais. D'accord, ok. Et du coup, à l'issue de cet entretien, qu'est-ce qui va se faire? Alors, à l'issue de cet entretien, la décision est rendue ensuite. Ok? Elle n'est pas rendue sur le champ, c'est-à-dire qu'on ne vous donne Ah, pas la réponse tout de suite sur le moment quand vous êtes dans la salle. La décision est rendue. ah. Généralement, elle est prise très rapidement, parfois même le jour même, mais vous ne le savez pas, et elle vous est envoyée par courrier ensuite. Ouais. D'accord, ok, très bien. Et du coup, une fois que la personne, admettons qu'elle a eu la nationalité française, quels sont du coup derrière ses droits et ses obligations? Y a-t-il une différence entre une personne née en France ou bien enfin, née française et une personne ayant acquis la nationalité française? Ça, ce sera la dernière question pour la partie généralité. Mhm. Alors, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a la nationalité française, on dispose de tous les droits et de tous les devoirs comme n'importe quel citoyen français, et on est considéré aux yeux de l'administration française comme français, d'accord. Donc là-dessus, il n'y a pas de distinction. Ça aussi, ce sont des choses, je reviens juste un peu avant pour l'entretien, à bien avoir en tête, évidemment, les droits et les devoirs des citoyens. Normalement, il y a des livrets qui existent pour se préparer à ça. Les changements, les différences qui peuvent exister par rapport à quelqu'un qui est né français, ça va être au moment de la naturalisation un effet de bascule. C'est-à-dire que votre état civil
il va y avoir des documents supplémentaires qui vont vous être remis. Vous pouvez demander, dans le cadre de votre procédure de naturalisation, à changer de nom, à changer de prénom. Donc voilà, il peut y avoir un effet un peu ponctuel à ce niveau-là. Il peut aussi y avoir des effets collatéraux, c'est-à-dire que ce qu'on appelle l'effet collectif sur vos enfants mineurs, sous certaines Mhm. conditions, peuvent aussi acquérir la nationalité française. Donc ça peut être un changement, là aussi ponctuel, mais induit par la naturalisation. Et puis, alors, la seule différence, j'allais dire, qui existe, c'est vrai que j'insiste un peu lourdement dessus, mais c'est celle que j'évoquais tout à l'heure. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas dites au moment où vous faisiez votre procédure de naturalisation et qui sont découvertes a posteriori par l'administration française, l'administration a 2 ans à partir du moment où il découvre qu'il y a eu une information Changement. manquante pour éventuellement retirer le décret de naturalisation. Donc, D'accord. c'est pour ça là, c'est une différence aussi sur l'éventuel retrait pour la suite. Mais bon, ça reste des choses assez mineures qui sont normalement exceptionnelles. Et donc, en principe, dès que vous êtes français à part entière. D'accord, ok. Très bien. Du coup, maintenant, on va passer plutôt à la partie questions qui ont été posées par les différents abonnés qui nous regardent. Donc, du coup, c'était la première question, une question de, voilà, la question c'était marié depuis 11 ans avec mon conjoint qui est devenu français depuis 2 ans. Est-ce qu'il est possible de demander la nationalité française par mariage et comment? Mhm. Alors, par mariage, la durée de stage, entre guillemets, va être un peu brève. Par contre, la personne est mariée depuis 11 ans, ils vivent manifestement en France. C'est une question à vérifier, ça, Théoriquement, par exemple, oui, tout à fait. parce que lui a obtenu la nationalité française. Donc, par le mariage, peut-être difficile pour l'instant, mais par contre, sa durée de vie en France peut jouer en sa faveur. Et donc, elle pourrait demander une naturalisation, tout simplement, si elle remplit les autres conditions. D'accord, entendu. Deuxième question, est-il possible de demander la nationalité française par mariage, sachant que j'ai obtenu la carte de résident de 10 ans depuis 24 mois et mon mari est en Algérie actuellement? Alors, c'est pas un obstacle insurmontable, le fait que son mari ou sa femme soit présent à l'étranger. Par contre, ça va quand même être quelque chose qu'il va falloir expliquer. Parce que ce que je vous disais, c'est que dans les conditions générales, on a quand même le fait d'avoir le centre de ses intérêts personnels en France. Et quand Mhm. on a son époux, son épouse qui vit à l'étranger, éventuellement des enfants qui peuvent vivre à l'étranger, ça veut dire l'administration peut estimer qu'on ne démontre pas qu'on a le centre de ses intérêts en France au moment où on fait la demande. Donc ça, à expliquer. Et je me permets juste de rebondir là-dessus. Concernant les attaches à l'étranger, est-ce que ça peut être élément critique durant la procédure de naturalisation française? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle l'élément personnel. Si vous avez des amis, des frères et des sœurs qui habitent à l'étranger, de fait, vous êtes de nationalité étrangère si vous demandez la naturalisation. Donc, on ne va pas demander à ce que toute votre famille soit présente en France, ce serait un peu particulier. Par contre, la famille vraiment nucléaire, c'est-à-dire mari, femme ou enfant, c'est vrai que ça peut être un point problématique, ouais, s'ils sont à l'étranger. D'accord, ok, très bien. Euh, Après, ça peut s'expliquer, c'est-à-dire que ça peut être ponctuel, ça peut être quelqu'un qui a un détachement à l'étranger pendant un temps limité, ça peut être quelqu'un qui a un projet de venir en France avec un emploi déjà, ce genre de choses. Donc, c'est pas rédhibitoire. Et aussi, là, je reviens toujours un peu à mon dada sur ce point-là. Si vous déposez votre demande avec votre femme ou votre mari à l'étranger et qu'il arrive en France en cours de procédure, régulièrement bien sûr, informez-en la préfecture également. D'accord, ok, très bien. Question suivante. J'ai 4 ans de présence en France avec 3 avis d'imposition. Est-ce possible de faire la demande de nationalité? Alors, en principe, donc là, la question qui se pose est celle de la durée de vie en France, hein, de ce qu'on appelait la durée de stage. La durée classique, on l'a dit, c'est 5 ans. Donc, en principe, 4 ans, c'est trop tôt. Par contre, ça n'empêche pas de commencer à préparer le dossier d'ores et déjà et de le déposer quand la personne aura 5 ans. Après, il faut vérifier à ce moment-là si la personne n'est pas dans des cas où cette durée de stage est soit réduite, soit inexistante. Hmm. C'est-à-dire, réduite, par exemple, s'il a eu un diplôme supérieur en France, donc elle est réduite à 2 ans dans ce moment-là, donc là ce serait bon, ou si la personne a eu un statut particulier, comme je sais pas, un statut de réfugié, où là on n'a pas de condition, du tout de stage. Donc à vérifier, alerte orange dessus, mais à vérifier. D'accord, très bien. Est-ce que
est-il possible de demander la nationalité française, sachant que je suis diplômé en France et mère d'une Française? Alors, en principe, oui. Donc, ce qu'on disait, c'est diplômé en France, si c'est des études supérieures selon certaines conditions, la durée est 2 ans simplement de stage. S'il y a une insertion professionnelle derrière, plus avec une enfant française, en principe, oui, c'est possible. Et à vérifier aussi, du coup, là, la personne ne le précise pas, si éventuellement le papa est lui-même français, et donc c'est la raison pour laquelle l'enfant serait français, s'ils sont mariés, voir si ça peut pas être par le mariage aussi à ce moment-là. D'accord, ok, entendu. Dernière question, est-ce possible de demander la nationalité française, sachant que je suis étudiant algérien, habitant en France avec niveau bac+5? Oui, c'est-à-dire que là, alors il nous manque toujours cet élément de C'est présence en ça. France. Professionnelle. Alors, le fait d'avoir un statut étudiant n'est pas en tant que tel, il y a une circulaire sur ce point-là, n'est pas en tant que tel complètement rédhibitoire pour faire une demande de naturalisation française. Par contre, il faut quand même démontrer l'insertion professionnelle qui vient derrière, et donc attention, enfin, avoir un dossier qui soit quand même solide sur ce point-là. Ok, très bien. Est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter concernant les réponses? Parce qu'on est arrivé plutôt à la fin des questions, parce que je sais que la durée de la vidéo, pour ne pas que ça soit très trop long, donc on a essayé de réduire le maximum pour essayer de résumer et prendre le maximum de thématiques. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter concernant les réponses, c'est à vous. Ouais, alors peut-être 2 conseils généraux. Le premier conseil, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est prendre son temps, déposer un dossier qui soit complet, hein. Ça, c'est important de ne pas faire les choses par petits bouts. La procédure de naturalisation est longue par définition, hein, entre 12 et 18 mois pour avoir une réponse. Alors maximum en théorie, parfois ça peut déborder un petit peu. Donc tout ça pour dire qu'on n'est pas dans l'urgence. Il vaut mieux prendre un mois ou deux de plus, vu que la procédure derrière va être longue. Donc prendre son temps. Et deuxièmement, je pense être accompagné est une bonne chose aussi. C'est-à-dire que de manière générale, en droit des étrangers, on trouve sur Internet tout et rien. Tout le monde a un exemple de quelqu'un qui aurait eu la naturalisation française en étant là depuis 6 mois sans titre de séjour. Bon, il existe toujours des histoires pas possibles. Donc, de faire attention aux sources qu'on consulte et de se faire accompagner. Il y a des sites publics qui sont bien faits, notamment le site du ministère de l'Intérieur au service public, au moins pour avoir des premières idées dessus. Des associations aussi se constituent et sont très bien pour accompagner. Et évidemment, des avocats peuvent vous aider, hein. Et c'est pas forcément de tout faire avec l'avocat, mais parfois ça peut nécessiter une consultation sur un point précis pour débloquer un dossier ou sinon pour les contester. Donc prendre son temps et être accompagné, je pense que c'est les 2 conseils que je peux donner. Parfait, super, c'est des précieux conseils. Franchement, merci beaucoup infiniment, Monsieur Alexandre Delavet, avocat en droit des étrangers. Du coup, merci pour toutes ces informations précieuses et surtout concernant la procédure de naturalisation française. Votre expertise nous a permis de voir plus clair. J'espère aider, j'imagine, nos abonnés dans leur compréhension de cette fameuse procédure. Avant de nous quitter, peut-être vous avez un dernier mot à rajouter? Pas particulièrement, encore une fois, moi je suis voilà, disponible s'il y avait d'autres questions, donc avec plaisir et merci pour votre invitation encore. Merci à vous. Du coup, pour rappel, juste avant de clore cette vidéo, si vous souhaitez prendre contact avec Monsieur Alexandre Delavet, vous avez qu'à consulter ces informations coordonnées disponibles en bas de cette vidéo. Donc, merci encore une fois, Monsieur, pour votre disponibilité et pour vos précieuses réponses. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.